Le Moyen Âge est souvent associé dans nos esprits à des représentations romantiques de chevaliers, de châteaux et de grandes histoires, mais une grande partie de la vie médiévale se déroulait dans un décor beaucoup plus rude. Dans un monde où la majorité des habitants dépendait des récoltes des champs et de l'instabilité du temps, où les guerres et les épidémies faisaient de la simple subsistance un combat quotidien pour la survie, il existait aussi un côté sombre de la société. Des gens qui glissaient sous la surface de la loi. Dans cette vidéo, vous apprendrez qui étaient ces criminels médiévaux, quels crimes ils commettaient, pourquoi ils s'engageaient sur la voie de l'illégalité et comment la société les traitait. Nous examinerons leur réalité quotidienne depuis la capture et l'emprisonnement jusqu'au procès judiciaire et aux punitions, en passant par les destins des marginaux insaisissables qui finissaient comme hors la loi dans les forêts. Dans un moment, nous révélerons comment ces histoires s'entrelacent avec l'histoire sociale et économique plus large, et nous suivrons comment ce monde se transformait au cours des siècles. La criminalité médiévale a de nombreuses formes et est liée aux questions fondamentales de survie économique, d'inégalité sociale et de pouvoir politique. Selon les archives judiciaires de la période 1300 à 1348, l'immense majorité des crimes médiévaux étaient constitués de vols, plus de 70% de tous les cas, suivis du meurtre, du recel de biens volés, et seule une partie négligeable était constituée d'actes plus graves comme l'incendie criminel, la contrefaçon de monnaie, le viol ou la haute trahison. Il en ressort que les crimes courants n'étaient pas des attaques sanglantes, mais plutôt le vol de nourriture, de bétail ou de vêtements, des choses nécessaires à la survie. Les conditions misérables étaient amplifiées par les famines. Par exemple, la grande famine des années 1315, 1317, les épidémies, les taxes élevées et les guerres. Souvent, la violation de la loi venait donc de la nécessité. Le vol était pour beaucoup la seule façon de nourrir leur famille. Dans cette vidéo, vous apprendrez aussi que la justice médiévale n'avait pas de structure policière moderne. Le maintien de l'ordre était confié à la communauté elle-même. Les gens étaient organisés en groupes appelés des titingi, qui devaient se surveiller mutuellement pour le respect de la loi. L'échec d'un individu pouvait conduire à une punition collective. Nous verrons comment cette forme de police populaire fonctionnait, qui avait le droit de juger les criminels, et comment évoluait la conception des crimes, de l'ancienne pratique des épreuves par le feu et l'eau jusqu'à l'introduction du jury. L'objectif de notre récit n'est pas seulement d'énumérer les punitions et les cruautés, mais de montrer comment la vie du criminel reflétait les valeurs de l'époque, les structures de pouvoir et la réalité économique. Chaque chapitre apportera des histoires concrètes et révélera des connexions qui restent souvent cachées derrière les clichés. Dans un moment, nous révélerons aussi quels avantages offraient le clergé et le droit canonique, pourquoi certains criminels devenaient des hors-la-loi légendaires, et comment la pratique de l'époque s'est reflétée dans les termes juridiques actuels. Entrons donc dans le monde souterrain, médiéval, et essayons de nous mettre un moment à la place des gens qui naviguaient à la limite de la loi. La majorité de la population européenne vivait dans la pauvreté au Moyen Âge. Selon les historiens, les pressions économiques constituaient la cause principale de la criminalité. Famine, maladie, guerre, taxes élevées et exigences féodales. Le vol, notamment de nourriture, d'art, de bétail ou de vêtements, était de loin le plus fréquent dans les archives judiciaires. Les voleurs venaient abordre souvent des communautés rurales, où une mauvaise récolte signifiait immédiatement la faim. Selon les analyses des chroniques anglaises du XIIIe siècle, le vol était perçu comme un crime contre la société, tandis que le meurtre pouvait être excusé par l'affect ou un conflit d'honneur. Cette mentalité changeait progressivement avec la croissance du pouvoir étatique. Au XIVe et XVe siècle, chaque cas de vol commença à être perçu comme une attaque contre l'ordre social, ce qui conduisit à des punitions plus sévères. Les criminels n'étaient pas seulement des pauvres, certains venaient des couches de la petite noblesse ou des artisans urbains. La raison pouvait être l'insatisfaction de leur position.
le non-paiement de dettes ou le désir d'aventure. Les chroniques et les témoignages littéraires décrivent aussi des figures de bandits nobles qui se révoltaient contre le désordre ou se dressaient pour une justice supposée, semblables aux mythiques Robins des Bois. En réalité, cependant, une grande partie des bandits étaient constitués de sbires et d'hommes d'armes engagés qui servaient des seigneurs puissants. Les histoires des documents judiciaires anglais montrent que les criminels les plus prospères avaient des liens avec la haute noblesse et bénéficiaient de la protection armée de leurs patrons. Il s'agissait souvent de professionnels que les magnates locaux engageaient pour réprimer les voisins ou pour faire du chantage, obtenant ainsi eux-mêmes l'impunité. Comme le souligne une étude plus récente, la criminalité était fortement genrée au Moyen Âge. Jusqu'à 90% des meurtriers étaient des hommes, et les actes violents étaient considérés comme une affaire masculine. Les femmes y apparaissent, dans les archives judiciaires, plutôt comme auteurs de petits vols ou de fraudes. Le petit vol, petty theft, ou l'obtention de petites sommes par la fraude appartenait aux crimes féminins, les plus fréquents. Les femmes étaient en même temps plus souvent victimes de violences. La violence domestique était perçue comme une affaire familiale que le tribunal ne résolvait qu'exceptionnellement. Bien que le meurtre d'une femme fût puni, les amendes pour avoir tué sa femme étaient, selon les sources du nord de la France, moindres que pour avoir tué un homme étranger. L'application des punitions était aussi différente. Les femmes recevaient plus souvent la grâce, les punitions étaient plus clémentes et elles subissaient rarement la flagellation publique. En même temps, cependant, certaines femmes violentes étaient désignées comme sorcières, ce qui pouvait conduire au bûcher. Cela montre que la justice médiévale regardait les actions des femmes à travers le prisme des rôles et des attentes morales, des actes différents, des punitions différentes. À côté des individus, il existait aussi en Europe médiévale des groupes criminels organisés. La bande de Cotterell, du XIVe siècle dans le Peak District anglais, devint célèbre. Ses membres, y compris le chef James Cotterell, venaient de la petite noblesse, et au lieu de soutenir le roi, comme on l'attendait, ils se consacraient au chantage, aux enlèvements et aux meurtres. La bande opérait dans les forêts du Derbyshire et du Nottinghamshire, coopérait avec d'autres groupes, par exemple avec les criminels de la famille, Folleville, et ses membres obtenaient le soutien de la population locale et du clergé. Bien que le roi ait mis leurs têtes à prix, beaucoup d'entre eux furent finalement graciés en échange de services militaires dans la guerre contre les Écossais. Encore plus célèbres sont les figures des hors-la-loi, des gens déclarés comme marginaux, parce qu'ils refusèrent de se présenter au tribunal. Comme l'explique une étude historique, la désignation comme hors-la-loi signifiait la perte de tous les droits. Ces gens avaient une tête de loup, que n'importe qui pouvait couper sans être puni. Après la déclaration, ils perdaient leurs biens, et leur châtel agricole passait au roi ou au seigneur local. Quand ils évitèrent la déclaration, ils vivaient de pillage ou de chantage et cherchaient refuge dans les forêts. Les forêts, par exemple la légendaire Sherwood, étaient presque impossibles à surveiller, fournissaient des cachettes et des ressources pour survivre. En hiver, cependant, la vie dans la forêt signifiait la faim, le froid et la menace constante de capture. Selon la ballade du XVe siècle The Not Brown Maid, les hors-la-loi dormaient sous les buissons, exposés à la pluie et à la neige. Certains criminels cherchaient à la protection de nobles puissants. Selon la même source, les seigneurs entretenaient leurs chevaliers criminels, auxquels ils prêtèrent des manteaux, aux couleurs de leur famille. Une telle alliance donnait aux brigands un statut et une licence pour porter des armes. Quand un tel hors-la-loi devenait gênant, il pouvait être envoyé à la guerre puis gracié par la suite. Cette pratique relie le monde du crime au monde de la politique. Les gangs armés devenaient un instrument des ambitions baronales. Les facteurs les plus importants motivant les gens ordinaires au crime étaient la pauvreté et la faim. Le décompte des crimes du XIVe siècle montre que les vols constituaient plus des 3/4 de tous les cas enregistrés. Les famines, épidémies et guerres détruisaient les récoltes, ce qui menait au désespoir. Pendant la Grande Famine, 13-15-13-17, l'approvisionnement en grains s'effondra, les prix des aliments triplèrent
et les gens mouraient de faim. Selon les sources, le nombre de vols augmenta pendant cette période, beaucoup volant de la nourriture ou des semences pour ne pas mourir. Les taxes élevées et les redevances perçues par les monarques et l'Église provoquaient aussi la résistance. La poll tax, taxe par tête, des années 70 du XIVe siècle provoqua des révoltes, et finalement même la révolte paysanne de 1381. Dans les périodes de famine ou de recrutement massif pour la guerre, beaucoup se retrouvaient sans travail et cherchaient leur subsistance sur les routes. Les chroniques parlent de mercenaires appauvris, qui, après la fin des campagnes militaires, n'avaient ni foyer, ni argent, et se tournaient vers le banditisme. Quand après la mort noire, 1348-1350, les salaires augmentèrent, et certains serfs obtinrent une meilleure position de négociation, le nombre de punitions pour vol augmente d'autre part. Le pouvoir étatique essayait de renforcer le contrôle et de rétablir l'ordre. Le Moyen-Âge n'était pas seulement une période de famine, mais aussi de conflits armés fréquents. Les guerres civiles comme l'anarchie anglaise, 1138-1153, ou les révoltes de la fin du XIVe et du XVe siècle menaient à l'effondrement complet de l'ordre local. À ces époques, il n'était pas inhabituel que des bandes armées de vétérans de guerre se transforment en groupes de pillards qui contrôlaient les routes et les rançons. Par exemple, la bande de Cotterell utilisa le chaos politique des années 1320 pour faire du chantage impunément aux marchands et enlever les fonctionnaires royaux. Un certain nombre de groupes similaires naquirent en Hongrie, en Italie ou en France. Certains étaient formés de soldats déserteurs, d'autres de clans familiaux. Dans tous les cas, ils profitèrent de l'affaiblissement du pouvoir central à leur propre avantage. En plus des motivations économiques, le cadre moral de l'époque jouait un rôle. La société percevait certains actes comme des péchés et des crimes à la fois. Par exemple, à la fin du Moyen Âge, le brigandage commença à être compris comme plus grave que le meurtre, parce qu'il était considéré comme un acte de trahison et de rupture de la confiance sociale. Les autorités ecclésiastiques soulignaient que le crime était aussi un péché contre Dieu, les tribunaux imposant donc souvent des punitions avec un contenu religieux, pèlerinage, pénitence, prière. En même temps, certains crimes que nous percevons aujourd'hui comme graves, par exemple la violence domestique, n'étaient pas considérés comme une affaire publique et restaient dans la sphère du droit familial. Les gens croyaient aussi au jugement de Dieu, l'idée que Dieu protégerait l'innocent. Cette croyance soutenait la pratique des ordalies, épreuves par le feu, l'eau ou le combat, dont vous apprendrez plus dans le chapitre suivant. Cela montre que la vie du criminel médiéval n'était pas seulement une question de droit et de violence, mais aussi un profond entrelacement de foi et de justice. Contrairement aux États modernes, il n'existait pas de police professionnelle au début du Moyen Âge. Le maintien de l'ordre était l'obligation de la communauté elle-même. Chaque homme de plus de 12 ans faisait partie d'un Tyting, groupe de 10, parfois plus, ménage. Un membre du Tyting agissait comme Tytingman, qui représentait le groupe au tribunal manorial, signalait les infractions et organisait la poursuite des suspects. Si l'un des membres commettait un crime, le Tyting pouvait se voir infliger une amende collective. Ce système assurait un contrôle mutuel. Tous connaissaient leurs voisins et savaient qui se comportait honnêtement. En cas de crime découvert, n'importe qui dans la communauté pouvait déclarer « hue and cry », un cri par lequel il appelait les autres à poursuivre l'auteur. Quiconque entendait l'appel devait se joindre. La désobéissance était punie d'une amende. La foule ainsi créée pouvait capturer l'auteur et l'emmener au tribunal local. Si le criminel s'échappait, le Tyting devait compenser les dommages, ce qui motivait les membres à intervenir rapidement. Avec le temps, les villages et les villes commencèrent à nommer des constables. Depuis le milieu du XIIIe siècle, ces gens, choisis parmi les citoyens honorables, étaient responsables de déclarer « hue and cry », de surveiller les suspects et de transmettre les cas aux fonctionnaires supérieurs. La fonction était non rémunérée et s'exerçait seulement pendant une certaine période,
si bien que le constable quittait à contre-cœur sa propriété. Il était souvent élu, seulement pour un an, et devait ensuite répondre de l'exercice de ses devoirs devant les voisins. À côté des constables existaient les bailifs ou échevins, qui agissaient comme le bras prolongé du souverain ou du seigneur. Ils collectaient les taxes, supervisaient la gestion et présentaient les arrêtés devant le tribunal. Les shérifs étaient des fonctionnaires royaux, responsables de l'ordre dans tout le comté. Ils avaient le pouvoir de convoquer l'armée, posse, comitatus, pour attraper les bandits dangereux et organiser les exécutions. Le commando du shérif pouvait parcourir la région, forcer les portes et chercher les hors-la-loi. Comme il s'agissait de charges partiellement honorifiques, leur loyauté n'était pas toujours irréprochable. Il existe des exemples de corruption, de pots de vin et d'abus de pouvoir. Dans les plus grandes villes fonctionnait la garde de nuit, watch and ward. Les citoyens étaient obligés de se relayer dans les patrouilles le long des murs de la ville, d'éclairer avec des lanternes dans les rues, et de s'assurer qu'après le coucher du soleil, personne ne sorte sans raison particulière. Dans cette vidéo, vous apprendrez que la violation du couvre-feu nocturne était en soi considérée comme une infraction. Le garde pouvait envoyer le perturbateur dans la prison municipale et le présenter devant le conseil le matin. Les rôles dans la police médiévale étaient donc nombreux, et assurer la sécurité reposait sur une combinaison de responsabilités collectives et de professionnels ad hoc. Dans un moment, nous révélerons comment se déroulait le processus d'arrestation lui-même, et ce qui attendait le criminel avant qu'il ne se retrouve devant le tribunal. Quand la communauté réussissait à capturer l'auteur, suivait un séjour transitoire en prison. Il est important de comprendre que les prisons médiévales n'étaient pas une punition en elles-mêmes, mais servaient dogojo comme lieu de détention avant le procès ou jusqu'au paiement de l'amende. Les chroniques et descriptions de prisons en Angleterre et en France montrent que les criminels étaient, après arrestation, enchaînés et accompagnés par le constable ou Tittingman le plus proche jusqu'au château le plus proche, ou à la prison municipale. Dans cette vidéo, vous apprendrez que les prisons se trouvaient dans les portes des villes, dans les voûtes souterraines des châteaux, ou dans les annexes près des salles de tribunal. Outre les criminels, s'y trouvaient aussi des débiteurs, des hérétiques ou des prisonniers politiques, ce qui faisait de ces lieux une société diverse. Les bailifs et shérifs étaient responsables de s'assurer que le détenu ne soit pas lynché par la foule, mais en même temps qu'il ne s'échappe pas. S'il s'agissait d'un bandit dangereux, il était immédiatement enchaîné et peut-être même envoyé au château, où il pouvait être attaché à un anneau dans la tour. La détention des contrevenants mineurs se faisait plus au niveau de la communauté. Dans les actes du XIVe siècle, nous trouvons des mentions de paysans qui emmenaient un voleur de poules à la cour seigneuriale, où il passait la nuit dans une chambre improvisée et était présenté devant le tribunal le lendemain. Le dénominateur commun était cependant la rapidité. À une époque sans appareil d'enquête formelle, il était important de retenir l'auteur avant qu'il ne disparaisse dans les forêts. Un aspect intéressant est que les criminels plus riches ou ceux qui avaient des amis fortunés pouvaient souvent négocier. Dans les actes apparaissent des enregistrements que la famille avait payés au shérif pour qu'il garde le coupable dans une meilleure chambre, ou que l'auteur s'était racheté des chaînes. Ces pratiques joueront un rôle crucial dans notre récit suivant de la vie emprisonnée. Dans cette partie, nous verrons comment la société médiévale enquêtait et jugeait ses contrevenants. Le mécanisme d'enquête n'était pas une institution autonome, mais plutôt partie de la communauté et du pouvoir ecclésiastique. La plupart des crimes mineurs étaient résolus par les tribunaux manoriaux, tandis que les actes plus graves allaient aux tribunaux supérieurs ou directement au roi. Dans un moment, nous révélerons quels rituels et épreuves attendaient les criminels, et comment la forme de la justice changeait au cours des siècles. Les tribunaux manoriaux, cours barons, étaient les institutions judiciaires de base à la campagne. Le seigneur du domaine ou son représentant y résolvait les disputes de propriété, les petits vols, les troubles et les violations des règlements ruraux. Ces tribunaux se réunissaient plusieurs fois par an, et la présence de tous les fermiers libres était obligatoire. En cas d'infraction du teething,
Les voisins devaient décider de la culpabilité. Les punitions allèrent des amendes aux travaux forcés jusqu'à la honte publique. Ceux qui ne se soumettaient pas risquaient l'excommunication ou le passage devant une instance judiciaire supérieure. Les tribunaux, d'échevins ou municipaux, courlites, avaient une fonction similaire, mais s'appliquaient aux bourgeois. Les infractions commerciales, la falsification et la perturbation de l'ordre public étaient résolues par les conseillers municipaux et les maîtres de corporation. Les criminels y faisaient face à des punitions qui étaient publiques et incluaient souvent le pilori. Cette pluralité de formes judiciaires prouvait que la justice était décentralisée et qu'au niveau rural et urbain, des règles différentes s'appliquaient. Dans cette vidéo, vous apprendrez que les sujets étaient fermement liés au tribunal de leur seigneur. S'ils fuyaient et ne venaient pas au tribunal, ils pouvaient être déclarés hors la loi. Les crimes graves comme les meurtres, viols, coups et blessures graves ou haute trahison tombaient sous la juridiction royale. Le tribunal du roi, dirigé par le justicier royal ou ses juges, voyageait à travers le pays dans le cadre des assises, sessions judiciaires itinérantes. Dans ces tribunaux arrivaient aussi les cas où l'accusé avait fait appel contre le verdict du tribunal manorial, ou si le crime menaçait la paix royale. Les tribunaux royaux utilisaient des procédures plus strictes. Outre les témoignages, des preuves écrites et des déclarations sous serment commencèrent à être appliquées. La condamnation pour meurtre ou haute trahison menait presque certainement à l'exécution, mais il était possible de demander grâce directement au souverain, souvent en échange de services militaires. Cet élément est important pour comprendre pourquoi certains bandits du XIVe siècle devinrent finalement des mercenaires, ou même des héros de guerre. Dans les siècles avant le XIIIe siècle se pratiquaient en de nombreux endroits d'Europe les ordalies, épreuves par le feu, l'eau ou le combat. Selon la croyance de la société, Dieu devait intervenir par ces épreuves et protéger l'innocent. Les épreuves ordaliques étaient souvent drastiques. L'auteur devait porter du fer rougi, plonger la main dans l'eau bouillante ou se soumettre à l'épreuve dite de l'eau froide, où il était jeté dans un étang en chemise. S'il flottait, il était considéré comme coupable, parce que l'eau, symbole de pureté, refusait de l'accepter. S'il coulait, Dieu l'avait accepté, mais il pouvait se noyer. Pour les nobles était réservée l'épreuve du combat, un duel entre l'accusé et le plaignant. La victoire était perçue comme une manifestation de la volonté divine. Dans cette vidéo, vous apprendrez l'histoire vraie d'un comte qui se tua avant de perdre au combat, pour qu'au moins sa famille ne soit pas déshonorée. Les rites ordaliques provoquaient de nombreuses controverses, parce qu'ils menaient souvent à des blessures graves ou à la mort même d'innocents. En 1215, l'Église au IVe concile de Latran interdit au clergé de participer à ces épreuves, ce qui obligea les tribunaux séculiers à chercher d'autres mécanismes. Cette interdiction ouvrit la voie à l'introduction des procès par jury. Depuis la moitié du XIIIe siècle s'imposa en Angleterre une nouvelle procédure. Un groupe de 12 voisins formait un jury qui devait, sur la base d'un serment, déterminer si l'accusé était coupable. Les jurés étaient choisis de la communauté locale, connaissaient l'accusé et les circonstances, et leur tâche était de dire la vérité. Verdict. Ce système remplaça les épreuves ordaliques et s'étendit progressivement à d'autres pays. Les procès par jury étaient liés à une valeur plus élevée du témoignage et des preuves écrites. Bien que pour certains, cela puisse représenter un progrès significatif vers une justice plus rationnelle, en pratique, les jurés se laissaient souvent influencer par les relations locales, la peur ou les pots de vin. La présence du juge assurait que le procès avait une forme, mais les verdicts se guidaient encore par le droit coutumier et la force du serment. Le jury décidait de la culpabilité, mais c'est le juge ou le seigneur qui décidait de la punition. Pour les infractions mineures, la punition se limitait aux amendes ou aux coups de verge. Pour les actes plus graves, on choisissait des punitions exemplaires, dont il sera question dans la partie suivante. À côté des ordalies et des jurys,
Existaient au début et au haut Moyen Âge aussi d'autres mécanismes juridiques. L'un d'eux était le sermandi, compurgation. Un accusé qui faisait face à une accusation mineure pouvait rassembler un groupe de voisins pour qu'ils jurent devant le tribunal qu'il était honnête et innocent. Le nombre de jureurs nécessaires dépendait de la gravité de l'acte, de 6 pour un petit vol, jusqu'à 12 et plus pour les infractions plus lourdes. Ces gens n'avaient pas besoin de savoir quoi que ce soit sur l'acte lui-même. Leur tâche était d'attester le caractère de l'accusé. S'il réussissait à rassembler le serment, il était acquitté. Cet institut fonctionnait comme un test de crédibilité et en même temps comme un contrôle social. Une personne qui s'était aliéné les voisins n'obtiendrait pas le serment. Une autre possibilité était de déposer un dirappel, plainte privée. La victime ou sa famille pouvait déposer une plainte pénale contre l'auteur. S'il réussissait, l'auteur était condamné et pouvait faire face même à la peine de mort. Les appelants portaient cependant un risque. S'ils perdaient, ils devaient payer une amende pour fausse accusation. Les appels existaient à côté des accusations officielles du roi et montrent que le droit médiéval donnait une grande place aux initiatives privées. Un institut intéressant était l'abjuration du royaume, abjuration of the realm, qui se liait à l'asile ecclésiastique mentionné. Si le criminel décidait d'accepter cette possibilité, il devait avouer son acte, prêter serment qu'il quitterait le pays et ne commettrait pas d'autres crimes pendant le temps donné. Ensuite, il était conduit au port le plus proche et expulsé. Ce mécanisme servait comme alternative à l'exécution et permettait à la société de se débarrasser d'individus dangereux sans verser de sang. Les recherches montrent que beaucoup de petits voleurs préféraient l'abjuration plutôt que de risquer la honte publique ou la mort. Ces outils juridiques montrent la richesse des cultures juridiques médiévales. Dans cette vidéo, vous apprendrez que la justice n'était pas monolithique. Les gens avaient une certaine possibilité de choix entre tribunaux et procédures, ce qui leur donnait une chance d'influencer leur destin. La société médiévale utilisait une palette diverse de punitions qui avaient souvent un caractère symbolique. Elle devait non seulement punir les contrevenants, mais aussi envoyer un signal d'intimidation aux autres. Dans cette vidéo, vous apprendrez que les punitions n'étaient pas appliquées uniformément. Cela dépendait du sexe, de la classe, de la nature du crime et des traditions régionales. Le premier degré de punition était l'amende pécuniaire. Dans les tribunaux manoriaux, les amendes étaient courantes pour les petits vols, le non-paiement de dettes ou la violation des règles du marché. Beaucoup d'accusés, qui ne pouvaient pas se permettre de payer la punition, devaient travailler des jours sur le champ seigneurial ou servir pour la réparation des routes. Une autre punition répandue était la honte publique, le pilori, construction en bois avec 3 ouvertures pour la tête et les mains, permettait à la foule de malmener le contrevenant, de lui jeter de la nourriture pourrie ou des pierres et de se moquer. Parfois les gens étaient au pilori si longtemps qu'ils succombaient aux blessures. Une punition apparentée était les seps, stocks, qui fixaient les pieds et parfois aussi les mains. Les victimes s'asseyaient sans défense en public et étaient exposées aux insultes. Une telle forme de punition devait célébrer la justice communautaire. La foule participait activement à la punition. Bien qu'il puisse sembler que la honte publique n'était qu'une cruauté médiévale, elle remplissait aussi un rôle pédagogique. L'auteur avait le temps de réfléchir, les voisins voyaient les conséquences, et la société renforçait les normes. Dans certaines régions, on ajoutait au pilori des attributs symboliques. On accrochait au cou des voleurs les objets volés. On mettait dans la bouche des calomniatrices une plaquette en bois, muselière parlante. Les femmes accusées de prostitution devaient traverser la ville avec la tête rasée, ce qui signifiait pour elles la perte de l'honneur. Ces punitions nous rappellent que la justice médiévale opérait avec les catégories de honte et de fierté. Les punitions corporelles s'appliquaient notamment en cas de récidive ou pour des actes perçus comme une attaque contre le corps de la société. Selon certains codes juridiques,
Pour un second vol, on coupait l'oreille ou la main, pour que l'auteur porte le signe corporel de sa culpabilité. Les incendiaires étaient aussi punis aux mains, parce que leur crime détruisait la communauté par le feu. Dans certains pays, les incendiaires étaient brûlés. Dans les villes, on utilisait la flagellation. Le délinquant était attaché à un poteau et flagellé publiquement, souvent à travers toute la ville. Le droit forestier, forest law, établissait des sanctions encore plus drastiques. Les forêts royales étaient réservées aux plaisirs de chasse du souverain, et ainsi leur violation était considérée comme une attaque directe contre le pouvoir royal. Selon les lois forestières, déranger le roi pendant la chasse ou tuer un cerf était puni d'aveuglement ou de coupure de main. On amputait 2 doigts au chien pour qu'il ne puisse pas chasser le gibier. Depuis 1217, la mort pour braconnage fut abolie, mais néanmoins le braconnage était puni d'emprisonnement lourd et parfois même de torture. Dans cette vidéo, vous apprendrez des cas où les braconniers se défendaient dans les forêts et il y avait des affrontements armés avec les gardes royaux, qui devenaient de petites guerres. La peine de mort était réservée aux crimes les plus lourds, meurtre, incendie criminel, contrefaçon de monnaie et haute trahison. La forme la plus fréquente était la pendaison. Le contrevenant était mené à la potence au bord de la ville, souvent sur une colline, où elle était visible de loin. Son corps restait pendu comme avertissement. En cas de vol grave, une femme pouvait aussi être pendue, mais les chroniques indiquent que les femmes recevaient souvent des punitions plus clémentes, ou qu'il leur était permis de se marier en exil. Pour les meurtrières, on combinait parfois la pendaison avec la crémation du corps. Pour les nobles et personnes respectées, on utilisait des méthodes plus honorables, décapitation à l'épée ou à la hache. Pourtant, même chez les grands seigneurs, nous rencontrons des exécutions exemplaires, notamment pour haute trahison. Le droit anglais, au XIVe siècle, établissait pour les hommes condamnés pour haute trahison le hanged, drawn and quartered. L'auteur était pendu, encore vivant, écorché, et ensuite écartelé. Les parties du corps étaient accrochées à travers le royaume. Les femmes condamnées pour haute trahison étaient habituellement étranglées, et leurs corps étaient brûlés. Ces punitions non seulement ébranlent la conception actuelle de l'humanisme, mais montrent à quel point la société de l'époque craignait la subversion de l'ordre. À côté de la haute trahison, la peine de mort était utilisée aussi chez les récidivistes. Les registres municipaux parlent du fait qu'un voleur qui était pris pour la 3e fois était exécuté comme cas dissuasif. Son corps était exposé dans une cage ou suspendu à un arbre. Cela concernait notamment les brigands de grands chemins et bandits qui menaçaient le commerce. Leurs exécutions étaient solennelles et accompagnées des cris de la foule. À la fin du Moyen Âge, le pouvoir étatique croissant utilisait de plus en plus souvent les exécutions comme instrument démontrant l'autorité. Outre ce qui précède, existait la punition de bannissement. L'auteur était conduit hors de la ville, recevait une interdiction stricte de revenir, et parfois son nom était inscrit sur une liste de gens que personne ne devait héberger. En France, on utilisait aussi une forme de bannissement civil, où le délinquant était envoyé en croisade ou au service militaire. Dans certaines cités-États italiennes, l'auteur devait passer plusieurs années sur les galères. Une autre sanction était les travaux forcés. Un voleur ordinaire pouvait être livré à la carrière ou à la construction de remparts. Les femmes pouvaient être forcées de laver pour le monastère ou de coudre pour l'hôpital municipal. Le sens était de forcer l'auteur à une activité utile et en même temps de rembourser les coûts. Du point de vue moderne, c'est un prélude au travail comme punition que nous connaissons aussi dans les époques ultérieures. Chacune de ces punitions avait sa signification dans la perception de la société. Dans un moment, nous révélerons ce qui se passait entre l'arrestation et l'exécution de la punition. Comment était la vie dans la prison médiévale ? L'imagination médiévale inventait aussi des punitions qui ne peuvent pas être classées de manière univoque. Certaines d'entre elles avaient principalement pour but d'humilier et de stigmatiser. Dans certaines villes, on marquait au fer rouge le front ou le visage des voleurs. La lettre T, de l'anglais thief.
ou un autre signe qui révélait à tous leur passé. D'autres fois, on coupait une partie de l'oreille, du nez ou on fendait la langue. Cette punition mutilante s'utilisait aussi contre les menteurs et escrocs. Si quelqu'un causait une offense à l'honneur, il était parfois forcé de traverser la ville avec un morceau de viande sur le dos, ou avec une pierre qui symbolisait sa culpabilité. Une autre punition rude était traîné par la ville derrière la queue du cheval. Le contrevenant était attaché derrière l'animal et traîné dans les rues, tandis que la foule jetait de la boue et des excréments. Il existait aussi des punitions où l'auteur devait porter publiquement une entrave ou une chaîne pendant plusieurs semaines. Dans les villes portuaires, on utilisait la noyade. Le contrevenant était descendu répétitivement dans l'eau et remonté pour que les gens s'amusent de lui. Certaines de ces punitions pouvaient sembler bizarres, mais elles avaient un objectif clair: pousser l'auteur au bord de la communauté et dissuader les autres d'un comportement similaire. Cette énumération illustre que le Moyen Âge n'était pas uniforme dans ses punitions. Les traditions régionales, coutumes et improvisations des fonctionnaires menaient à un spectre divers de façons de punir, choquer et corriger les gens. L'arrestation n'était pas la fin de l'histoire. Souvent, au contraire, commençait une longue attente du procès ou de la punition, pendant laquelle les contrevenants se trouvaient dans des conditions qui étaient elles-mêmes une punition. Dans ce chapitre, nous vous emmènerons derrière les murs des geôles médiévales, où se mélangeaient ténèbres, faim et corruption. La prison médiévale n'était pas une institution uniforme. Elle se trouvait dans les caves souterraines des châteaux, dans les tours, dans les portes municipales et dans des cabanes improvisées. Selon la description de l'exposition de donjons britanniques, les cellules étaient petites, sombres et humides, souvent sans fenêtres. Les prisonniers étaient attachés dans des colliers de fer au sol ou au mur. Dans les chroniques plus anciennes, on mentionne que des entraves lourdes serraient leurs chevilles, qui ne se supportaient qu'avec difficulté. Tous les égouts et excréments finissaient directement dans la pièce, ce qui contribuait à la propagation des maladies. Les rats et insectes étaient des colocataires permanents. Les sources parlent du fait que les prisonniers se nourrissaient de pain plein de vers et buvaient de l'eau qui stagnait dans des bacs et était trouble. Particulièrement terrible était la temnis, fosse profonde dans laquelle le prisonnier était descendu à la corde et d'où il n'y avait pas d'évasion. Certains chroniqueurs décrivent que ces gens passaient des semaines sans lumière du soleil et perdaient progressivement la vue. Les prisons publiques ne différaient que peu des prisons de château. Les cellules étaient surpeuplées, et les prisonniers dormaient souvent sur le sol nu, couverts seulement d'un manteau. Comme vous l'apprendrez dans un moment, tout cela pouvait être atténué par la richesse et le statut. Le séjour en prison n'était pas gratuit. Selon les documents conservés, chaque prisonnier devait payer des frais d'entrée dans la geôle, payer pour la nourriture, l'eau, même pour l'enlèvement des chaînes. Ceux qui avaient 10 chao de l'argent pouvaient louer leur propre petite chambre, engager un serviteur et mieux se nourrir. Les prisons étaient souvent divisées en sections. Section baronale pour les nobles, féminine pour les femmes, 2 pennies pour ceux qui pouvaient se permettre de payer 2 pennies par jour, et mendiants pour les plus pauvres. Cette hiérarchie se reflétait aussi dans l'équipement. Les riches avaient un lit et des couvertures, les pauvres couchaient sur des planches. Le personnel carcéral, jailers et wardens, utilisait souvent sa position pour s'enrichir. Dans les archives historiques, se sont conservées des plaintes sur l'exploitation. Les prisonniers se plaignaient qu'on leur facturait des prix exorbitants pour la nourriture et l'eau, que le jailer leur prenait violemment les couvertures ou les gardait dans les chaînes, même quand selon le droit ils devaient être libres. Les prisonniers plus aisés pouvaient cependant se plaindre au tribunal, et dans certains cas les jailers étaient punis pour abus de pouvoir. Ces épisodes suggèrent que même derrière les barreaux existait une forme de protection juridique, mais accessible principalement à ceux qui avaient encore des contacts et de l'argent. Obtenir des aveux était important pour les tribunaux médiévaux. Bien que la torture ne se pratique pas pour tous les crimes, dans certains cas on recourait à des méthodes cruelles. Le lien entre richesse et forme de punition jouait ici un grand rôle.
L'article sur les classes médiévales et punitions souligne que les délinquants nobles étaient souvent détenus dans des conditions confortables et leurs punitions se concentraient sur l'isolement psychique. La société percevait en effet le corps du noble comme trop précieux pour être défiguré. En revanche, les gens simples étaient soumis aux coups publics, fouets et tortures. Sur les instruments de torture, par exemple le cheval de bois, poutre en bois avec un bord tranchant sur lequel le prisonnier était assis, se brisait la volonté du contrevenant. Les aveux obtenus sous la torture étaient une preuve valide. Au cours du XIVe et XVe siècle, la discussion sur la torture évoluait. Les théologiens ecclésiastiques argumentaient que la torture pouvait sauver l'âme parce qu'elle permettait la confession du péché, tandis que les théoriciens juridiques soulignaient la nécessité des preuves. Dans tous les cas, la pratique différait de région en région. Dans certains endroits, la torture ne s'utilisait que pour la haute trahison, dans d'autres, pour les vols et l'adultère. Dans notre histoire, il est important que l'approche des interrogatoires était irrégulière et liée au rapport de pouvoir. Le séjour en prison pouvait durer des jours et des mois. Les prisonniers parlaient entre eux, échangeaient des informations, partagèrent la nourriture et formaient souvent des communautés improvisées. Les débiteurs échangeaient des conseils avec les brigands, les hérétiques polémiquaient avec les prostituées. Dans certaines geôles, les gens étaient relâchés pour travailler aux champs, ou mendier pour leur subsistance. Le soir, ils devaient revenir. Un tel régime mentionne les règlements municipaux allemands du XIVe siècle et montre que la prison n'était pas toujours un espace totalement fermé. Les familles jouaient un rôle crucial dans la survie des prisonniers. Parce que le jailer ne fournissait pas assez de nourriture, les parents et amis apportèrent du pain, de la viande ou de la bière. Les prisonniers riches pouvaient se permettre de payer un cuisinier. Les pauvres mendiaient devant les barreaux. Dans les prisons se tenaient aussi des services religieux. Les confesseurs visitaient doués les condamnés pour leur fournir le dernier réconfort. Des actes conservés, nous savons de cas où le clergé aidait les prisonniers à s'échapper, et le jailer était puni pour cela. Le temps en prison était donc un mélange de désespoir, solidarité et négociation constante. Dans certaines régions, on essayait d'utiliser le travail des prisonniers. Les condamnés travaillaient à la construction de routes, fortifications et ponts. Un prisonnier pouvait être engagé pour la période des moissons, pour que son amende due soit remboursée par le travail. Particulièrement dans les villes portuaires, les prisonniers étaient envoyés sur les bateaux de pêche ou aux docks, où ils aidaient à charger le grain. Ce travail n'était pas volontaire, mais permettait au prisonnier de bouger, d'obtenir un peu de nourriture et de raccourcir sa punition. Certains droits municipaux établissaient même combien de jours le prisonnier devait travailler pour éviter la potence. Ce système préfigure l'apparition ultérieure des travaux forcés et colonies pénitentiaires. Partie du droit médiéval était aussi la possibilité de caution ou libération sur main prise. Un accusé pouvait être libéré de prison si des membres respectés de la communauté se portèrent garants pour lui et déposaient une caution. Cette pratique s'appliquait notamment aux crimes moins graves. Si l'accusé se présentait au tribunal, la caution lui était rendue. S'il fuyait, les garants devaient payer le double et faire face eux-mêmes à une punition. Vous apprendrez bientôt que dans beaucoup de cas, les garants se recrutaient dans la famille, si bien que l'échec signifiait la punition pour tout le clan. L'Institut de caution montre que la société essayait d'équilibrer la prévention des fuites et le besoin de ne pas garder inutilement en chaîne les personnes moins dangereuses. Ce chapitre nous montre que l'emprisonnement lui-même était une punition aussi douloureuse que l'exécution. Dans un moment, nous révélerons comment les criminels essayaient d'échapper à la justice, par le refuge ecclésiastique, les ruses juridiques ou la fuite dans les forêts. La vie du criminel médiéval n'était pas seulement une question de punition, c'était aussi la recherche de moyens d'éviter la punition. Dans ce chapitre, nous explorerons les outils qu'offraient la foi, le droit et la nature. Vous apprendrez comment les criminels se cachèrent derrière les autels d'église, comment ils apprenaient le Notre Père latin pour échapper au tribunal séculier, et pourquoi certains devenaient des hors-la-loi légendaires.
L'homme médiéval croyait que certains lieux étaient sacrés et que leur influence dépassait le droit séculier. Les églises et monastères étaient à considérer comme asiles. Si la personne poursuivie atteignait leur espace et touchait l'autel, elle pouvait demander protection. Selon l'article sur l'asile médiéval, le demandeur recevait un refuge pour environ 40 jours, pendant lesquels il ne pouvait être violemment tiré du temple. Ce temps pouvait être utilisé pour négocier, examiner sa conscience ou préparer la fuite. L'asile ecclésiastique n'était pas absolu. L'agresseur devait promettre de quitter le pays, ou s'entendre avec la partie lésée. S'il ne partait pas dans les 40 jours, il pouvait être violemment sorti ou livré au pouvoir séculier. Certains criminels réussissaient cependant à se cacher dans les complexes monastiques beaucoup plus longtemps, grâce à la coopération des moines qui sympathisaient avec leur histoire. Des archives, nous savons que les églises devinrent refuge non seulement pour les voleurs, mais aussi pour les serfs fugitifs, migrants et opposants politiques. L'asile servait ainsi comme soupape pour les tensions entre les pauvres et la noblesse. Une autre façon d'échapper à la punition cruelle était le privilège du clergé, benefit of clergy. À l'origine, il était destiné seulement aux vrais clercs. Les gens au service de l'Église devaient être jugés dans les tribunaux ecclésiastiques, non séculiers. Les tribunaux ecclésiastiques étaient plus cléments et punissaient souvent les condamnés par des amendes pécuniaires ou pénitences, au lieu de mutilation ou mort. Bientôt cependant apparut le phénomène où des non-prêtres essayaient d'abuser de ce privilège. Il suffisait de réciter devant le juge un texte latin. Habituellement, le premier verset du psaume 51, Miserere mei Deus. Cela exigeait une certaine alphabétisation, mais les criminels habiles apprenèrent le verset par cœur et prétendaient être diacres. Cette pratique menait à de nombreux conflits entre le roi et l'Église. Le roi Henri II s'efforçait que les membres du clergé soient jugés par le pouvoir séculier, tandis que l'archevêque Thomas Becket défendait leurs privilèges, dispute qui aboutit au meurtre de Becket. En pratique, le benefit of clergy permettait que même des voleurs illettrés trouvent parfois un ami lettré qui les déclarait clercs et les aidait à obtenir une punition plus légère. Un tel truc ne fonctionnait pas toujours, mais était suffisamment connu pour être enregistré par les protocoles judiciaires. Dans cette vidéo, vous apprendrez aussi l'histoire d'un paysan qui apprit les prières latines pour échapper à la pendaison, et après avoir obtenu la grâce, devint sacristain. Les fuites physiques de prison étaient risquées, mais pas impossibles. Beaucoup de prisons médiévales avaient une sécurité faible, des portes en bois et seulement quelques gardes. Les prisonniers pouvaient acheter une lime, corrompre le surveillant, ou utiliser le chaos pendant un incendie ou révolte. Dans les chroniques municipales sont enregistrés des cas où un groupe de prisonniers attaqua le garde et se répandit dans les rues. D'autres fois, les parents creusaient sous le mur. Si la fuite échouait, la punition était dure, exécution ou chaînes à vie. La corruption était une partie intégrante. Comme nous l'avons vu, les jailers collectaient le tiers des frais pour chaque acte. Pour un pot de vin bien ciblé, un criminel pouvait obtenir un régime plus libre, des armes, ou même un chemin ouvert vers la sortie. Parfois on utilisait aussi la confusion pendant l'épidémie. Quand la peste éclatait, les prisons se vidaient parce que les gardes fuyaient. Ces histoires sont moins connues, mais illustrent bien que même dans un système dur existèrent des failles. La façon la plus célèbre d'échapper à la justice était de devenir hors la loi. Comme nous l'avons vu dans le chapitre d'introduction, la déclaration comme hors-la-loi signifiait la perte de tous les droits et biens. Une récompense était mise sur la tête du hors-la-loi et quiconque pouvait être bourreau. Pourtant ce statut fournissait une certaine liberté. Les hors-la-loi n'étaient plus liés à aucun seigneur et pouvaient se cacher dans les forêts ou montagnes. La vie des hors-la-loi était dure. Ils dormaient à la belle étoile, vivaient de chasse ou brigandage et étaient constamment en fuite. Selon la ballade de Not Brown Maid, ils passaient l'hiver dans la neige, sous la pluie et entourés de chiens. Les forêts fournissaient aux nourritures et cachettes, mais cachaient aussi des dangers. Les bandes de hors-la-loi rivalisaient entre elles et de plus faisaient face aux rangers royaux.
Certains hors-la-loi s'allièrent avec des nobles et leur servirent comme mercenaires. D'autres furent graciés s'ils promettaient un service militaire ou participaient aux croisades. Les histoires de Robin des Bois et héros légendaires similaires viennent justement de ce monde, bien que la réalité fût beaucoup plus rude. Notre regard sur les fuites devant la justice montre que le système juridique médiéval avait beaucoup de lacunes et que l'habileté et le réseau de liens sociaux pouvaient décider de la vie et de la mort. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment la société regardait l'expérience de la punition et de la fuite en tenant compte du sexe et du statut. Outre la fuite, existait aussi une voie légitime pour se débarrasser de la punition, obtenir la grâce. Le roi ou seigneur pouvait accorder le pardon pour les crimes en échange d'argent, services ou soutien politique. Dans les sources anglaises du XIVe siècle apparaissent des actes qui libèrent les meurtriers, s'ils servent le roi dans la guerre contre les Écossais ou Français. Certains membres de la bande de Cotterell obtinrent ainsi le pardon. Pour les gens ordinaires, la possibilité d'acheter la grâce était limitée, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens ni de contacts. Pourtant, existaient des cas où la communauté collectait l'argent et payait l'amende pour son membre, pour le sauver de la potence. Dans les anciens systèmes juridiques germaniques existait l'institut du Wehrgeld, rachat de sang, où l'auteur ou son clan payait à la famille de la victime une compensation pécuniaire. Au début du Moyen Âge, c'était une façon courante de réconciliation. Avec le renforcement du pouvoir étatique, cependant, cette pratique disparaissait progressivement. Elle fut remplacée par les amendes royales, qui allaient dans le trésor royal, et les victimes restaient sans satisfaction. Cela provoquait des tensions, et menait parfois à des vengeances privées. Dans certaines régions, se maintint donc l'habitude, où la communauté ou corporation contribuait au rachat comme manifestation de solidarité. Aux grâces se liaient aussi les amnisties. Quand un nouveau roi montait sur le trône, il déclarait souvent une amnistie pour certaines catégories de criminels, pour gagner la popularité. Cela se faisait aussi lors des grandes fêtes, par exemple lors du couronnement ou pendant les fêtes de Pâques. On pardonnait notamment les dettes et infractions mineures. Bien que cela puisse sembler indulgent, ces amnisties faisaient des parties de la stratégie politique. Le souverain s'achetait ainsi la loyauté, et en même temps pouvait recruter les libérés dans les campagnes militaires. Ce panorama montre que la justice médiévale n'était pas impénétrable. La négociation, l'argent et le pouvoir jouaient un grand rôle, et les criminels perspicaces utilisaient souvent les nuances du système. Encore dans notre section finale, nous réfléchirons sur ce que cette adaptabilité signifiait pour les femmes, hommes et différentes couches sociales. La société médiévale était structurée selon le sexe et le statut. Ces catégories influençaient fondamentalement quels crimes les gens commettaient, comment ils étaient jugés et quelles punitions les frappaient. Dans cette vidéo, vous apprendrez que le même comportement était jugé différemment selon qu'il était commis par un homme ou une femme, noble ou sujet. Comme nous l'avons déjà mentionné, les statistiques des actes judiciaires conservés montrent que jusqu'à 90% des auteurs de meurtres étaient des hommes. La violence était considérée comme domaine de la masculinité. Les hommes devaient défendre leur honneur par l'épée, et les blessures faisaient partie de la réalité quotidienne. Les femmes se rendaient plus coupables de petits vols et fraudes. Si une femme commettait un meurtre, son acte était souvent interprété comme conséquence de sorcellerie ou de nature hystérique. On attribuait la motivation à des forces sombres, tandis que la colère masculine était comprise comme juste. Cela se reflétait aussi dans la pratique pénale. Les femmes étaient plus souvent graciées, ou leurs punitions atténuées. D'autre part, cependant, existait une limite. Si une femme violait les rôles attendus de manière marquée, les tribunaux étaient cruels. Sont documentés des cas de femmes accusées d'incendie criminel ou haute trahison, qui furent brûlées ou noyées.
Les mères qui tuaient leurs enfants faisaient face non seulement à la peine de mort, mais aussi à la malédiction sociale. En revanche, chez les meurtriers masculins, existait la possibilité de payer compensation à la famille de la victime, et ainsi apaiser la vengeance de sang. À côté du sexe, la couche sociale jouait un rôle énorme. Les auteurs nobles évitaient souvent la honte publique et les punitions corporelles. Selon l'étude sur la punition et position sociale, les nobles étaient punis principalement par limitation de liberté, privation de biens ou emprisonnement domestique. Par exemple, un duc qui s'impliqua dans un complot fut emprisonné dans une chambre de château, où il avait domestique et possibilité d'écrire des lettres. Pourtant, pour les crimes les plus élevés, comme la haute trahison, la punition n'évitait pas même les nobles. Un noble pouvait être décapité pour préserver un certain honneur, tandis qu'un homme simple aurait été pendu et écartelé. Les bourgeois et artisans se trouvaient quelque part entre les deux. Les conseils municipaux s'efforçaient de préserver l'ordre pour que le commerce prospère. Les bourgeois pouvaient être amendés ou placés au stock, mais s'ils menacèrent l'économie, falsifièrent les monnaies, contrefaisèrent des tissus, les punitions étaient dures. Les sujets, serfs et sans-terre, portèrent alors le plus grand fardeau. Ils n'avaient pas les moyens de payer un avocat ou pot de vin, et étaient facilement sacrifiés comme exemple. Chez eux s'utilisaient tant les punitions corporelles, tortures et exécutions le plus souvent. Pourtant, même parmi eux, existaient des gens qui s'élevaient, des bandits prospères devenaient mercenaires ou héros de ballades populaires. L'Europe médiévale était multinationale et multiculturelle, mais le droit tenait compte aussi de l'origine ethnique. Les Juifs, Roms et étrangers étaient souvent accusés de sorcellerie, usure ou pratiques impures. L'étranger pouvait ne pas avoir de tithing, et était ainsi plus susceptible aux fausses accusations. Dans les années d'épidémie, comme la mort noire, la société se retournait contre les minorités et les accusait de crimes liés à l'empoisonnement des puits. Les punitions pour de telles accusations étaient extrêmes, souvent sans procès. Cela aussi fait partie de l'histoire du crime médiéval, qui s'entrelace avec les préjugés et xénophobie. Outre le sexe et position sociale, jouaient un rôle aussi d'autres facteurs. L'âge était l'un d'eux. Les enfants et adolescents, s'ils commettaient un crime, étaient souvent considérés comme immatures et capables de correction. Les tribunaux manoriaux les punissaient habituellement de sanctions plus légères, fessées, petites amendes ou sermons. Pourtant existent des cas où les mineurs participaient au banditisme et furent exécutés avec les adultes. La société médiévale n'avait pas de limite fermement établie de responsabilité pénale, et ainsi le verdict était souvent affaire de coutume locale. Les criminels âgés et malades étaient parfois épargnés des pires punitions. Si quelqu'un tombait malade en prison ou était considéré comme fou, les tribunaux pouvaient reporter la punition ou la remplacer par internement au monastère. La médecine médiévale liait les troubles mentaux à l'intervention divine, et ainsi, ces personnes étaient confiées aux soins de l'Église. En revanche, les gens avec handicap physique pouvaient être considérés comme maudits, et justement leurs blessures devenaient parfois prétexte à leur accusation de sorcellerie. Le caractère et réputation jouaient aussi un rôle. Au tribunal, on tenait compte du fait que l'accusé avait bonne réputation et s'il soutenait la communauté locale. Une personne connue pour sa générosité ou piété pouvait recevoir une punition plus clémente, tandis qu'un querelleur notoire risquait un verdict plus sévère. En ce sens fonctionnait le système médiéval comme contrôle social. Il punissait non seulement l'acte, mais aussi le statut du coupable dans le réseau des relations de voisinage. Nous terminerons ce chapitre en rappelant que le sexe et statut n'étaient pas seulement des caractéristiques marginales, mais des facteurs cruciaux déterminant quelle vie menait le criminel et comment il était traité. Dans la conclusion de notre voyage dans le monde souterrain médiéval, nous réfléchirons sur ce que ces histoires nous disent du monde d'aujourd'hui. Quand nous parlons de crime aujourd'hui, nous nous représentons habituellement des enquêtes policières, avocats, tribunaux et prisons institutionnelles. Le monde médiéval dont nous avons parlé était cependant différent. La justice était locale,
communautaire et souvent lié à la foi. Pourtant, nous y trouvons les germes de beaucoup d'institutions modernes, du procès par jury, présomption d'innocence ou discussion sur la proportionnalité de la punition. Dans cette vidéo, vous apprendrez que certains de ces mécanismes naquirent justement parce que la société refusa les épreuves extrêmes par le feu et l'eau et chercha des voies plus rationnelles. Les criminels étaient le produit de leur environnement. Dans les périodes de famine et guerre, des habitants ordinaires devenaient voleurs et brigands, tandis que dans les périodes de prospérité, le crime se concentrait sur le banditisme organisé et disputes politiques. Cela nous rappelle que les statistiques pénales ne sont pas seulement des chiffres, elles reflètent les tensions sociales, inégalités économiques et possibilités. Aujourd'hui de même, nous voyons que la criminalité est étroitement liée à la pauvreté, marginalisation et méfiance envers les institutions étatiques. L'examen des criminels médiévaux nous permet donc de mieux comprendre comment les conditions forment le comportement humain. La société médiévale liait aussi la punition à la honte publique. Les gens apprenaient par les exemples d'amis et voisins que le crime ne payait pas. Aujourd'hui, nous revenons à la honte publique sous une autre forme. Les réseaux sociaux permettent un jugement public immédiat, qui peut avoir des impacts fatals. De même, les discussions sur les punitions cruelles se répètent. Les arguments que des sanctions plus dures réduiront la criminalité apparaissent depuis le Moyen Âge. L'histoire nous montre cependant que la répression sans résolution des causes sociales du problème ne fonctionne pas. Un autre thème est l'asile et l'abus des lacunes juridiques. La pratique médiévale des refuges ecclésiastiques et benefit of clergy nous rappelle que les gens ont toujours cherché des moyens de contourner le système. Aujourd'hui, nous parlons de paradis fiscaux, d'asile dans les ambassades ou de subtilités juridiques. C'est un défi pour l'ordre juridique de réagir à la dynamique de la société et d'ajuster souplement les règles. Finalement, il faut mentionner que malgré les punitions cruelles et tortures, existait un effort vers la grâce et resocialisation. Les histoires de hors-la-loi qui devinrent soldats ou héros légendaires montrent que la société permettait une seconde chance. Aujourd'hui, en criminalistique, on parle de l'importance de l'intégration des anciens prisonniers. Le Moyen-Âge nous offre des parallèles paradoxaux. Tirons-en leçon, pour que la justice ne soit pas seulement punition, mais aussi voie vers la correction. Je vous remercie d'avoir parcouru avec moi les ruelles enchevêtrées du crime médiéval. Si cette vidéo vous a plu, je serai heureux que vous la souteniez par un like et partage. Votre curiosité et intérêt aident à garder l'histoire vivante et en même temps nous montrent à tous que même les chapitres sombres de nos histoires peuvent apporter des connaissances importantes pour aujourd'hui.